Faire du vin mousseux ou effervescent, ça commence au pied des ceps. Comme ici, dans le vignoble genevois. On y récolte des pinots noirs et blancs, du chardonnay ou du merlot, les principaux cépages qui serviront à la confection de différents vins mousseux produits par la cave de Genève. La particularité, on taille la grappe de 10 à 15 jours plus tôt que pour les autres vins. Il faut avoir du raisin pas trop mûr. C'est pour ça que nous, on commence toujours les vendanges plus tôt que les autres. Pas trop mûr pour pas avoir trop d'alcool, il peut avoir de l'acidité, puisque les mousseux, c'est des vins qu'on aime bien avec de la fraîcheur et puis une certaine légèreté. Donc ça, c'est important d'avoir déjà une vigne qui est préparée pour ça. Le raisin utilisé est d'origine locale. Blanc, il produira un vin mousseux blanc. Noir, il pourra donner du blanc ou du rosé si on laisse le raisin macérer avec sa peau. Ce sont ces pigments qui déterminent la couleur du vin. Acheminé vers les pressoirs, le raisin subit un dégrappage et un foulage. Le mou issu de cette étape est transporté dans des cuves où se produit une première fermentation tout à fait classique. C'est à partir de ce vin de base que va se faire le processus d'effervescence ou de prise de mousse. On va prendre ce vin de base, on va le mettre dans les cuves que vous voyez derrière moi et on va sucrer ces cuves et puis après on va mettre des levures. Dans ces cuves hermétiques, les levures vont fermenter, dégrader les sucres et produire du gaz carbonique qui va rester prisonnier du liquide. À l'issue de cette fermentation, on aura environ 5 à 6 bars de pression. Donc là, il n'y aura plus rien à dégrader, les levures auront mangé tous les sucres. On va mettre la cuve au froid et puis le CO2 va se solubiliser dans le milieu. Et puis c'est pour ça qu'on va obtenir cette effervescence qu'on appelle naturelle. Parce que souvent les gens ils font l'amalgame, ils pensent qu'on fait des vins qui sont gazéifiés. La gazéification, ça n'a strictement rien à voir, c'est un ajout de CO2 dans un vin tranquille. C'est un processus qui est beaucoup plus simple et qui, au niveau du profil de vin, n'est absolument pas comparable. Après 6 semaines passées dans les cuves hermétiques, le vin mousseux peut être mis en bouteille. Maintenu à une température très proche du 0 degré, il conserve ses bulles jusqu'au moment où il reçoit bouchon et muselet. C'est des bouchons spécifiquement pour le champagne, faits pour le champagne. Ils sont beaucoup plus gros en diamètre par rapport à un bouchon classique. C'est pour permettre de maintenir le vin à l'impression. Et c'est en restant dans la bouteille qu'ils prennent la forme du champignon. La cave de Genève produit près de 300 000 bouteilles de différents vins mousseux par année en utilisant principalement la méthode de la cuve close. Une méthode qui permet non seulement d'obtenir des prix de revient plus compétitifs, mais aussi de gagner beaucoup de temps de production. L'autre moyen d'élaborer du vin pétillant a été rebaptisé méthode traditionnelle. Interdit, en effet, de parler de méthode champenoise, mais c'est bien de cela dont il s'agit. Un savoir-faire aux accents poétiques, entre remuage et bouteille sur pointe, un processus lent dicté par le tempo tranquille de la prise de mousse. Point de cuve en inox ici met des myriades de bouteilles encapsulées couchées à l'horizontale. À l'intérieur, un vin et des levures en action qui le transforment petit à petit en vin mousseux. C'est la méthode traditionnelle pratiquée par Xavier Chevalet, élaborateur de vins mousseux. Près de 4 mousseux sur 10 produits en Suisse romande passent d'ailleurs par ses mains. Alors là, on voit une bouteille qui est en cours de maturation, d'élevage. Donc on voit justement ces lits donc, qui sont constitués par des levures. Et en fait, pendant cette époque de maturation, qui peut durer de 9 mois minimum à, ici j'ai des vins qui ont une dizaine d'années, on a un échange qui se produit entre ces lits et le vin. On vient capter du volume, du gras, et on va, lors de cette maturation, amener des vins qui auront un petit peu plus de rondeur et qui vont se faire sur les années. Au terme de ce délai, les bouteilles de vin mousseux sont préparées pour l'étape finale. Alors on a assisté à l'opération de remuage. Le remuage nous permet de passer d'une bouteille sur latte. Donc là, c'est 400 ou 500 bouteilles, suivant le type de bouteilles qui sont dans ces cadres, et qui vont petit à petit se tourner et se redresser pour arriver à nos bouteilles sur pointe. Un vin qui est propre, clair, et le dépôt qui est coincé dans le goulot de la bouteille. Avant la pose du bouchon définitif, ce dépôt doit être retiré. Pour ce faire,
il va subir les rigueurs d'un froid polaire. C'est cette machine qui permet de le faire. Alors voilà, donc là on est en train de préparer notre dégorgement. Donc la bouteille, on a congelé une petite partie du vin qui est ici, de manière à encapsuler les lits qu'on veut enlever, ce qui nous permet maintenant de redresser la bouteille. Notre dépôt de lit, il est tenu par ce bouchon de glace. Donc au moment où on va aller dégorger par la suite, on va pouvoir ouvrir. Là-dedans, on a 5 bars et demi de pression, donc on va éjecter le bouchon de glace et le dépôt de lit. Ce sera l'opération du dégorgement. Les bouteilles reçoivent ensuite une injection de liqueur sucrée, la liqueur d'expédition, dont le dosage déterminera la nature finale du mousseux, brut, sec, demi-sec. La suite, c'est du classique. Pose du bouchon, du muselet, des étiquettes, et le vin mousseux produit selon la méthode traditionnelle est prêt. D'ailleurs, on appelait ça il y a quelques années la méthode champenoise. On n'a plus le droit de le faire maintenant, mais oui, la méthode est la même. La Champagne garde ses terroirs différents, etc. Mais la méthode en elle-même est la même. À propos de méthode champenoise ou traditionnelle, juste pour le plaisir des yeux, voilà comment on pratiquait le remuage et la mise à la verticale des vins mousseux avant la mécanisation. D'ailleurs, nous, ça c'est pour nos essais. C'est quand on met en bouteille, on met 6 bouteilles de côté, on les a là, elles nous permettent de faire nos contrôles de prise de mousse, voir que la fermentation s'est bien terminée. Ça se fait plus du tout comme ça. Alors plus du tout non, il en reste toujours, soit pour des formats de bouteilles très spéciales, soit parce que c'est joli, mais c'est clair que la grosse partie se fait avec les remueurs automatiques. C'est un peu de poésie qui a disparu. Peut-être, mais c'est de la place de gagner en tout cas. Le vin pétillant, une affaire qui marche. En Suisse, la consommation a bondi de 9,5% ces 5 dernières années. Du prosecco en masse, du champagne bien sûr, et au milieu, la production locale. Sur les coteaux du Léman, la famille Cruchon nous ouvre les portes de son domaine. Au commencement, il y a le pépin. Replié, lactant, secret, feutré, obscur, imperméable. Petite chose, en somme. Mais le fourbe nous cache bien son jeu. Sous sa carapace, apparemment figée, tout est déjà dedans. Racines, Chez les Cruchons, bois, la vigne, c'est une affaire de famille. 4 générations en vivent aujourd'hui. Et la relève est déjà prête. Elle sera d'ailleurs entièrement féminine. Hello, Coucou Raoul, ça roule. ça va bien toi? Ça va? Ouais, ouais. Pas trop fatigué? Non, ça va, Hein? c'est tranquille. T'as déjà fait un bon coin, là? Hein? Ouais. Dans quelques années, l'exploitation aujourd'hui propriété des 2 frères Cruchon sera reprise et gérée par leurs 3 filles et une amie. Ouais. Certaines sont encore en formation au métier de la vigne, d'autres ont déjà les 2 pieds bien implantés dans l'entreprise. Vous êtes moitié-moitié Pinot Chardonnay. Ouais. Ça, c'est le premier millésime où on est blanc de blanc, en fait. Mais avec un assemblage Pinot Blanc Chardonnay. Moitié Pinot Blanc, moitié Chardonnay. Catherine travaille dans l'exploitation paternelle depuis de nombreuses années. Voilà. Santé. Hein. On est clairement tout aussi efficace et tout aussi doué dans notre métier que les hommes. Moi, je pense qu'on n'est ni meilleur ni moins bonne, on est sûrement complémentaires. Je pense qu'on est peut-être sensible à d'autres choses et que du coup, moi, j'apprécie beaucoup travailler avec mon papa et on se complète bien. Avec un domaine de 38 hectares, les Cruchons confectionnent 35 vins différents dont le tiers est labellisé Déméter. D'ici 4 ans, tous seront au bénéfice de ce label. Dans l'éventail des vins, un seul mousseux, mais auquel le vigneron des Chichans accorde un soin tout particulier dès le pressoir. Cette pression va faire sortir un premier jus. Ce premier jus, il va laver tout le gras qui est sur la peau du raisin, parce que le raisin a du gras sur la peau, comme nous avons du gras sur notre peau. Et ce gras, il ne faut pas le prendre, parce qu'il est anti-mousse. Vous savez que le gras, ça empêche la bulle de se former, donc c'est anti-mousse. Donc ce jus-là, on ne va pas le prendre. Et puis ensuite, tout à coup, sous le pressoir, ça coule très clair. Le jus est clair, c'est ce qu'on appelle le cœur de cuvée. On continue à presser. Et là, on va extraire ce qu'on appelle le cœur de cuvée. Et à un moment donné, on va extraire les jus qui sont dans la périphérie du raisin
et qui sont à l'intérieur du pinceau, qui est cette glu qui entoure les pépins. Et ces jus-là, ils sont aussi anti-mousse. Donc, on arrête le pressurage là, en tout cas pour ce qui est de chez nous, et on n'utilise que le cœur de cuvée pour faire notre mousseux. Et ça, c'est une des conditions liminaires si on veut réussir à faire un très beau vin mousseux. Récolté en août, le millésime 2020 est aujourd'hui en tonneau où il subit sa première fermentation. Donc là, on est au stade du vin tranquille. Et à ce stade, on va maintenant entrer dans une phase qu'on appelle l'affinage. Donc ce vin, il va rester dans ces tonneaux pendant 5-6 mois. Et à peu près au mois de juin l'année prochaine, on va passer à la prise de mousse, qui est donc l'opération suivante, qui donnera, comme son nom l'indique, à nos champagnisés, à nos vins mousseux, cette mousse légendaire. Mais pour savourer les bulles mordorées de la cuvée 2020, il faudra se montrer patient, 5 ans au moins, le temps que la lie transmette toute sa complexité gustative au vin mousseux. En Suisse, les vins mousseux sont rarement à la carte des restaurants. L'auberge de l'Onde de Saint-Symphorien au cœur du Lavaux n'échappe pas à la règle. La cave du sommelier et maître d'hôtel Jérôme Akebeda regorge de champagne. Les mousseux helvétiques, en revanche, sont beaucoup plus rares. Et ce n'est pas faute de ne pas les apprécier. Ce vin est vraiment bien exécuté. Quand je prends ce vin, je ne peux pas m'imaginer que ce soit un vin mousseux fait en Suisse. J'ai l'impression d'être sur un grand vin pétillant qui vient de la région de Champagne, si j'ose le nommer comme ça. De la façon, c'est un vin qui est élaboré selon la méthode champenoise, donc la méthode traditionnelle. C'est une prise de mousse en bouteille. Mais la fraîcheur, l'acidité dans ce vin me donne envie de le déguster sur des plats, je dirais presque asiatisants. Je peux être sur des carpaccio de Ferra fumés, ou éventuellement un saumon qui est mi-cuit, ou pourquoi pas une langoustine qui est juste poêlée et qui vient avec un petit court bouillon au curry. Ça doit être quelque chose de fabuleux. Le plaisir du palais, c'est une chose. Mais les raisons qui expliquent en grande partie la rareté des vins mousseux helvétiques dans la cave de notre sommelier sont d'un tout autre ordre. Quand vous avez des grandes maisons de champagne qui viennent voir les restaurateurs et qui sont prêts à leur vendre 12 bouteilles en leur offrant 6 de plus, ou en leur vendant 24 en leur offrant 12 bouteilles, quand vous divisez le prix par deux, c'est que la bouteille de champagne revient finalement à entre 20 et 25 francs. Alors qu'un vin mousseux suisse qui est de qualité coûte 40 francs, 35 francs, 38 francs. Et puis, il y a aussi les habitudes de consommation bien ancrées dans l'inconscient collectif par le marketing champenois. Dans l'esprit du commun du mortel qui aime un vin effervescent, champagne. Donc les gens veulent un champagne. Alors que si vous dites vin mousseux, ça sonne mal. Je pense personnellement que les Suisses devraient donner un nom qui classifie tous les vins effervescents qui sont faits sur le territoire suisse. J'aimerais qu'on appelle ça des Helvetisco. Les Helvetisco bruts. Helvetisco brut, donc c'est Helvet, donc c'est un vin comme Prosecco, comme Lambrusco. Si je dis, est-ce que vous souhaitez un verre de vin mousseux, une coupe de vin mousseux, mais ça sonne déjà mal. On devrait dire, est-ce que vous souhaitez un petit verre d'Helvetisco brut, nature, ou brut, je sais pas moi, un brut zéro, ça sonne mieux. Il faut donner un nom au vin effervescent suisse, dans toute la Suisse. Quand vous allez au restaurant, vous n'allez pas commander « Ah, c'est l'anniversaire de ma fille, allez, on dit champagne ». Et donc, voilà, sur la carte des vins au restaurant, vous avez blanc, rosé, rouge, champagne. Et vous n'avez pas mousseux. Et les mousseux, donc les mousseux suisses ne peuvent légalement pas être dans la catégorie champagne. Ce qui fait qu'on a un espèce de... on ne sait pas où se mettre. Alors que, de nouveau, si on avait un nom sur lequel on peut communiquer, on pourrait avoir une ligne sur les cartes des restaurants et donc les gens pourraient être plus facilement amenés à boire nos vins en restaurant. Les cruchons produisent de 2 à 3 000 bouteilles de mousseux par année. Rares dans les restaurants, elles savent pourtant se faire apprécier par d'autres papis, quitte à leur faire le tour de la terre. Ça, c'est des étiquettes en japonais. On est en train de préparer ça parce qu'ils en ont aussi envie pour cette fin d'année.
propos, comment bien servir le mousseux? Choix du verre, dégrafage du muselet, ouverture de la bouteille, leçon de base avec Guillaume Favreau, sommelier d'un restaurant étoilé. C'est à Vevey, chez Denis Martin, que nous avons trouvé notre guide du bien servir. Guillaume Favreau y est maître d'hôtel et sommelier depuis 5 ans. Cela fait 10 ans que cet ancien demi-finaliste du meilleur sommelier de France est arrivé en Suisse. Les vins helvétiques ont été pour lui une révélation. Clairement, j'ai eu une très belle surprise puisque je ne m'attendais pas en fait à retrouver une telle diversité de terroirs, de cépages. C'est quand même la Suisse, pour ça, c'est assez incroyable. Et ce qui est assez magique en Suisse, c'est que vous allez chez un vigneron, donc il y a une surface vraiment finalement assez petite, et quand vous allez chez lui, vous allez retrouver presque plus d'une dizaine de vins différents. Alors du blanc, du rouge, des vins surmaturés, il y en a qui s'essayent aussi au vin effervescent. Et ça, pour un sommelier, c'est juste magique. Quant à la qualité de ces vins mousseux à croix blanche, elle a aussi impressionné notre guide. La Champagne ne peut pas rester assise sur ses acquis. Maintenant, on trouve des bons vins partout. Et moi, j'ai eu la chance de déguster des vins effervescents suisses qui n'ont rien à envier, au plus grand Champagne, clairement. Alors, ces fameux vins mousseux, comment les sert-on? D'abord, le choix du verre. Alors, le choix du verre est primordial. Vous avez devant vous donc 3 types de verres qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. On va commencer alors par celui qui est le moins utilisé de nos jours, c'est la coupe à champagne. Alors on l'a un petit peu abandonnée parce qu'elle n'est vraiment pas optimum pour l'appréciation de l'effervescence et pour l'appréciation des arômes également. La plus utilisée de nos jours, donc, c'est la flûte à champagne. Elle a l'avantage, avec son corps étroit et sa structure en V, de bien révéler l'effervescence du vin. On va bien voir le train de bulles qui se forme tout au long du verre. Malheureusement, pour les arômes, elle n'est pas optimum. Moi, j'aime beaucoup ce type de verre. Donc, avec la structure en V pour révéler l'effervescence, évasé au centre pour vraiment laisser s'exprimer le bouquet, les arômes, et resserré au niveau du buvant. L'idée, c'est qu'on va concentrer les arômes et on aura une bien meilleure immersion dans le vin. Et comment le lave-t-on, ce fameux verre? Le mieux, c'est quand même de laver les verres simplement avec de l'eau chaude et c'est tout. Pas de savon, pas de détergent, parce que ça va empêcher l'effervescence naturelle du vin. Et pour conserver ce breuvage pétillant aux 5 à 6 degrés requis, un bac à glace, moitié eau froide bien sûr, moitié glace. Comment on débouche une bouteille de mousseux ou de vin effervescent? Premièrement, ici, donc vous avez ce qu'on appelle la coiffe. Alors on va inciser juste en dessous de la bague, comme ceci. Vous enlevez donc la collerette. Ensuite, vous avez ici donc le muselet et la capsule. Vous tenez fermement avec votre main et votre pouce, ceci afin d'éviter toutes mes aventures qui pourraient vous gâcher la soirée. Ensuite, vous tournez 5 fois et demi, vous dégrafez le muselet, mais vous laissez votre main sur le bouchon pour avoir une meilleure prise en main. Ensuite, vous allez tourner délicatement la bouteille et c'est la pression qui est exercée dans la bouteille qui va simplement extraire le bouchon. Vous avez un léger chuintement comme ceci et voici. Pour verser le vin mousseux, évitez de le faire dans un verre maintenu verticalement. Cela entraîne une création excessive de mousse. Penchez plutôt le verre pour permettre au breuvage de conserver un maximum d'effervescence. Comment on conserve un vin mousseux qu'on n'a pas terminé? Alors le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est quand même de terminer la bouteille. Ce serait quand même dommage d'en laisser, mais vous pouvez tout à fait le garder jusqu'au lendemain en utilisant ce type de bouchon qui est un bouchon hermétique qui se présente comme ceci. Et au moins, là, jusqu'au lendemain, vous êtes tranquille de pouvoir apprécier un champagne avec encore des bulles et une belle effervescence. Il est peut-être temps de tordre le cou de la cuillère en argent
puisque le simple bon sens nous amène à penser quand même que l'effervescence ne va pas se garder avec une cuillère en argent. Tout cela, évidemment, à consommer avec modération. Reste à déterminer ce que valent les mousses suisses au niveau du goût. 5 experts, 9 bouteilles, un champagne caché au milieu de l'échantillon. Place à notre dégustation organisée en partenariat avec la FRC et nos collègues de Kassensturz. Nous avons choisi 9 vins effervescents que l'on trouve dans les supermarchés helvétiques. Tous les mousseux de notre dégustation sont des bruts. Tous sont produits par des viticulteurs suisses, à une exception près. Un champagne Moët et Chandon, qui est aussi un vin mousseux. Pour traquer la qualité de la bulle et de son contenant, nous avons invité 5 professionnels reconnus au 16e étage de notre tour. Dans le désordre, ceux qui ont accepté de nous prêter leur papille, leur nez et leurs compétences sont Yana Delière, présidente de l'Association suisse des sommeliers professionnels. Emeline Zuffray, œnologue et directrice technique de l'association Vinéa. Annabelle Hannet, œnologue et technicienne en viticulture au département de l'agriculture genevois. Ursula Geiger, elle aussi œnologue et ancienne responsable des dégustations chez Vinom. Et enfin, Vincent Deberger, sommelier et directeur de chez Bacchus à Genève. Tous les vins mousseux ont été entreposés à une température située entre 3 et 4 degrés centigrades afin qu'ils atteignent 5 à 6 degrés une fois sur les tables des dégustateurs. Pas moins de 45 verres ont été nécessaires pour mener à bien notre dégustation. Les différents vins effervescents ont été servis dans un ordre différent et à l'aveugle à nos experts. Les dégustateurs ont été invités à évaluer les vins effervescents sur une échelle de 1 à 10 selon 3 critères. L'aspect visuel, le nez ou les arômes du vin et enfin le goût du breuvage. Les 2 derniers critères ont compté chacun pour 40% dans la note finale et l'aspect visuel pour 20%. D'une manière générale, nos dégustateurs ont relevé la qualité des vins mousseux qu'ils ont dû goûter. J'ai l'occasion souvent de déguster des vins mousseux et je trouve que là, il y a une belle qualité de vin en règle générale sur la globalité des 9 vins dégustés avec beaucoup de propreté au niveau des nez. On avait l'habitude, il y a une vingtaine d'années en arrière, d'avoir des nez un peu malpropres, pas tout à fait nets, pas assez précis. Et là, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de précision. Et c'était une jolie série de dégustations. Une jolie dégustation dont voici les résultats. Au 9e et dernier rang, avec une moyenne de 5,3 points sur 10, on trouve le Brivio Brut, un vin mousseux tessinois produit selon la méthode de la cuve close, à partir de Pinot Blanc et de Merlot vinifiés en blanc. Il coûte 16 francs chez Manor. J'avais une bulle qui n'était pas du tout présente dans le verre, qui en bouche était grossière et agressive. Et puis j'avais des arômes d'évolution, donc un vin pour moi qui était déjà un petit peu vieux ou évolué, avec des notes de pommes oxydées comme ça. Et puis on termine sur une finale très agressive, amère. L'attaque manquait un peu d'aromatique. Je recherchais les arômes dans ce vin, c'était assez difficile de les trouver. Et effectivement, ce manque d'aromatique plus une bulle un peu persistante, ça jouait un peu en défaveur de ce vin. Avec une note finale de 6,2, le Baccarat de la cave de Genève termine au 8e rang. C'est un blanc de blanc obtenu avec la méthode de la cuve close sur un cépage de chardonnay. Il est vendu 14,50 francs à la Coop. Pour moi, le premier verre que j'avais goûté m'avait suffi. Je trouvais ça assez linéaire. Voilà, manquait de complexité, manquait de relief peut-être. L'état brut millésime 2012 du domaine viticole du canton de Zurich se classe en 7e position, avec une moyenne de 6,5 points. Vendu 28 francs chez Mövenpick, ce vin mousseux est produit selon la méthode traditionnelle, avec du pinot noir vinifié en blanc. En 6e position, avec 6,6 points sur 10, on trouve le seul champagne de notre dégustation
un moët échendant impérial brut qui n'a pas été reconnu par nos dégustateurs. Ce vin mousseux, composé d'un assemblage de pinot noir, pinot meunier et chardonnay, est vendu 41 francs 95 chez Manor. Il est produit selon la méthode traditionnelle et c'est le vin mousseux le plus cher de notre dégustation. On peut aimer des bulles un peu piquantes, un peu persistantes, mais il faut que derrière, il puisse y avoir une aromatique, une matière qui puisse tenir cette vivacité de la bulle. Et là, effectivement, j'avais ce côté effervescent, piquant, mais il me manquait vraiment toute la matière autour pour pouvoir avoir du plaisir sur ce vin effervescent. 5e, avec une note moyenne de 6,7 points, le Muraille Brut, vendu 21 francs 95 à la Coop. Produit selon la méthode de la cuve close, ce vin mousseux est un monocépage de chardonnay. Là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de liqueurs d'expédition, mais c'était bien marié. Mais toujours sur ces notes un peu briochées, un petit peu moins d'éclat, on dirait. Puis quand on a de la douceur comme ça sur le final du vin, c'est des vins qui fatiguent un petit peu plus au niveau de la dégustation, qu'il faudrait déguster plus frais. Au 4e rang, avec une note de 7 points, on trouve le cœur de cuvée d'Henri Cruchon, millésime 2013. Ce vin mousseux, produit selon la méthode traditionnelle, est composé de chardonnay et de pinot blanc. Il est vendu 39 francs 90 chez Globus. On est plus sur un vin avec du gras, du volume, mais il y a quand même une belle fraîcheur tonique qui reste du début à la fin. Et donc c'est un vin qui ne sature pas non plus. Il n'y a rien qui domine et tout est en équilibre. Sur le podium final, au 3e rang, avec une note de 7,2 points, on trouve le Molaire Cordon Or Brut, tiré de cépages de pinot noir, chardonnay et chenin blanc. Ce vin mousseux, produit selon la méthode traditionnelle, est vendu 15 francs 50 à la Coop. J'ai bien aimé les fruits, assez purs. Alors on a eu des fruits de pépins, on a eu un peu l'exotique. La balance entre la perlage et l'acidité, et même le dosage, était pour moi excellente. Ce qui me plaît dans lui, c'est sa fraîcheur, sa dynamique, encore une fois, et la profondeur du jus. Ça, j'ai trouvé très beau. Et en plus, il n'a pas de surlourdeur par un élevage ou par un côté brioché. Donc, c'est très beau. Enfin, au premier rang, avec 7,4 points sur 10, on trouve 2 vins mousseux ex aequo. D'un côté, le Réserve Brut, millésimé 2014 du Valaisan Jacques Germanier. Ce vin mousseux, issu exclusivement de chardonnay, est produit selon la méthode traditionnelle et vendu 21 francs 95 à la Coop. On a à la fois une aromatique assez complexe, il y a un peu d'agrumes, on a des herbes fraîches, des notes un peu florales, donc c'est assez complexe. Et puis en bouche, la bulle, elle était vraiment, comme je l'apprécie, assez fine, qui vient juste souligner toute cette aromatique, apporter une petite fraîcheur. L'acidité aussi était très jolie avec cette approche un peu sapide qu'on a sur la finale et qui donne envie de faire la fête et de boire une deuxième coupe de vin effervescent. Toujours sur la même plus haute marge du podium, avec le même score, et c'est la grande surprise de notre dégustation, le Chasselas, le seul vin mousseux gazéifié de notre sélection. Il est produit avec un cépage de Chasselas et est vendu 13 francs 50 chez Manor. C'est le mousseux le moins cher de notre éventail. J'ai beaucoup aimé et la bulle qui était très fine et très persistante, et puis le nez qui alliait la finesse, un nez un peu aérien comme ça, la finesse mais aussi la complexité. J'ai trouvé très sur le fruit, mais justement sur la subtilité de la fleur blanche, la fleur de tilleul. On n'est justement pas sur ces notes de brioche, on est plus sur le côté fin et croquant du fruit ou de la fleur. La bulle était juste un tout petit peu trop fondue sur le final. À propos, boire la bulle sans devoir casser sa tirelire, c'est bien. Mais avec modération, c'est encore mieux. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Pour une prochaine émission sur le ski, ABE recherche 2 familles avec enfants d'accord d'être suivies quelques jours en station durant le mois de janvier. Si vous êtes intéressés, écrivez-nous à abe@rts.ch.
D'ordinaire, vacances riment avec voyage. Ceux qui prendront l'avion l'année prochaine avec EasyJet auront une surprise de taille de bagage plus précisément. Bonsoir Malik Melli. Bonsoir Linda. Alors justement, vous êtes venu avec une petite valise. Voilà. Ça, c'est typiquement ce qu'on prend avec soi en cabine quand on vole chez EasyJet. Absolument. Ça, c'est ce que vous mettez au-dessus de votre tête dans le compartiment à bagages. Et ça, c'est valable jusqu'au 10 février. À partir du 10 février, le voyage va changer de dimension et le bagage aussi. Donc, vous nous avez amené ça, voilà, il est Voilà, alors je vous caché à montre. l'intérieur, ça montre déjà qu'il est nettement plus petit. Voilà, alors je vais vous montrer. Donc voilà la taille maintenant, la taille maximum d'un bagage EasyJet en cabine à partir du 10 février prochain. Ok. J'ai regardé chez moi, j'avais pas de bagage comme ça, j'ai dû en acheter un, j'ai dû faire plusieurs magasins, c'est pas évident à trouver, parce que c'est roulette et poignée comprise. Et donc, les dimensions actuelles, enfin futures, ce sera combien? Alors ce sera 45 cm sur 36 sur 20. D'accord. Par rapport à ce qui est ici, c'est quand même beaucoup moins. Donc, pas suffisant pour mettre tout ce qu'on a l'habitude de mettre dans une valise pour nos petits week-ends à l'étranger. Et puis, en plus, ce sera aussi moins confortable au niveau du vol. Voilà, ce sera moins confortable parce que ça, c'est terminé de le mettre en haut, au-dessus de votre tête. Ça, vous devrez obligatoirement le mettre sous vos jambes, enfin sous le siège devant vous. Alors, si vous avez 4 heures de voyage et puis des longues jambes, ben, bonjour le confort. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il advient des bagages de cette taille-là? Alors, si vous voulez quand même prendre des bagages comme ça, vous avez 3 possibilités. Soit vous avez une carte de fidélité EasyJet, vous êtes un client régulier. Soit vous réservez un siège spécial, ceux qui sont à l'avant de l'avion ou près des ailes, où il y a plus de place. Là, vous aurez le droit de mettre ça au-dessus de votre tête, mais ça coûte. Une réservation d'un siège comme ça, en fonction de la distance, c'est à peu près entre 10 et 50 francs. Dernière possibilité, vous arrivez à l'enregistrement, vous laissez votre bagage, le EasyJet prend votre bagage et vous le récupérez sur les tapis roulants à l'aéroport d'arrivée. Inconvénient, vous perdez du temps parce que c'est plus long. Et puis surtout, c'est payant aussi, ça fait encore 9 francs de plus. Et puis, dernière option, j'oublie que je n'ai plus le droit de prendre cette valise, j'arrive avec à l'embarquement, que se passe-t-il? Voilà, vous arrivez le 10 février avec cette valise, on vous prend de force la valise, on la met en soute, vous la récupérez à l'aéroport d'arrivée et vous payez entre 10 et 55 francs. On a quand même un peu l'impression que tout ça, c'est conçu pour qu'on paye un peu plus. Merci beaucoup Malik. Évidemment, tout cela appelle plusieurs questions que l'on va poser à EasyJet. Bonsoir Thomas Hagensen, vous êtes le directeur des marchés chez EasyJet. Merci d'être avec nous depuis Amsterdam. Alors, fini cette fameuse valise à roulettes que tout le monde emmenait dans les cabines de vos avions. Pourquoi ce changement? Bonjour madame. Non, en effet, nous avons changé notre politique de bagages pour une raison toute simple. On a un problème opérationnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de place dans les compartiments, en cabine, pour mettre tous les bagages et tout le monde amène un bagage en main. Donc à partir du 10 février, pour un bagage à main de petite taille qui passe sous le siège avant, c'est gratuit. Évidemment, tout le monde peut le prendre à bord. Mais pour ceux qui ont un bagage à main un peu plus grand, c'est toujours acceptable et c'est toujours accepté, mais lié aux sièges et les sièges à l'avant de la cabine et les sièges qui ont plus d'espace pour les jambes. Ouais, ça veut dire seulement que ça veut dire que pour une majorité des usagers quand même, ce sera moins de confort parce qu'on met quand même beaucoup moins de choses dans cette petite valise et puis ça va aussi être des files d'attente pour pouvoir enregistrer le bagage plus grand et ça va être aussi de l'attente à la sortie de l'avion pour pouvoir le récupérer, donc un changement de manière de voyager. Alors, non, en fait, ça amènera plus de certitude et, si on veut, moins de stress pendant tout le voyage et surtout plus de ponctualité. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à nouveau du stress à la porte d'embarquement parce que tous les passagers, que ce soit avec nous ou avec une autre compagnie, voient qu'il n'y a pas assez d'espace dans les compartiments. Donc, c'est un peu le premier arrivé, premier servi. Et les derniers arrivés, souvent, malheureusement, on doit leur retirer leur bagage et le mettre en soute, ce qui crée une frustration supplémentaire. À partir de maintenant ou à partir du 10 février, il y aura cette clarté, une certitude. Si vous avez payé pour ce bagage-là, évidemment, vous l'avez en cabine. Pour le reste, ça enlève le stress parce qu'on aura déposé le bagage avant, à la dépose bagage, pour la somme de 9 francs, pour évidemment la taille plus grande. Pour la plus petite, ça passe évidemment en cabine. Donc vous venez de le dire, la somme de 9 francs de plus par vol et par passager. Est-ce que c'est le bon moment de braquer vos clients avec ces 9 francs quand on sait les difficultés que traverse en ce moment le secteur aérien?
Écoutez, c'est vraiment en réponse aussi à nos passagers qui nous demandent de changer de toute l'expérience. Vos passagers On vous sait que demandent à force de payer d'embarquement- 9 francs de plus. Non, nos passagers nous demandent d'avoir moins de contraintes, moins de stress pendant tout le voyage. C'est ce qu'on est en train de leur retirer. Maintenant, en termes de ponctualité, c'est aussi ce qui amène la plus grande satisfaction client. Ça va s'améliorer parce qu'en retirant les bagages en cabine, on perd du temps et souvent on perd des slots et c'est une des raisons principales pour des retards. Maintenant, en ce qui concerne le prix, c'est 9 francs si on veut garder encore cette taille-là, ou alors évidemment il y a d'autres bagages en soute à des prix différents. Mais il faut regarder le prix total, n'est-ce pas? Et là, il y a la transparence complète pour nos passagers. Ils peuvent voir à combien sera le prix. Et quand vous regardez les prix qu'on a encore pour Noël ou pour l'été prochain, vous mettez tout ça dans la balance, ça reste ultra compétitif par rapport à nos concurrents. Merci beaucoup Thomas Hagensen et très belle soirée à vous du côté d'Amsterdam. Merci à vous, bonsoir. Le nom a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ces derniers mois, Melius. La société, rebaptisée IBI, propose de s'improviser trader en devises et le marketing fait miroiter des gains mirobolants. Une téléspectatrice y a cru. Résultat, elle a beaucoup perdu. Claudio Personeni. Salut à toi, jeune entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Salut à toi, jeune entrepreneur. Depuis le début de l'année, les vidéos au goût douteux de ce jeune résident vaudois se déclarant auto-entrepreneur font le buzz sur Internet. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Si JP Fanguin roule aujourd'hui pour son propre compte, tentant de monétariser le buzz issu de sa réplique pour le moins bancal en termes de syntaxe, les premières vidéos de ce Nabila vaudois servaient au recrutement des membres pour une société censée vous rendre riche, Melius. Créé par 3 frères originaires du Royaume-Uni, les frères Islam, Melius est basé à Dubaï et revendique des membres tout autour de la planète. Pour eux, il s'agit de prendre des risques, d'être braves. Ces pionniers sont nos fondateurs. Melius promet luxe, richesse et gloire. Tout ça grâce à un simple smartphone et le Forex, le marché d'échange. À la Fédération romande des consommateurs, Melius est loin d'être inconnu. La FRC a reçu plusieurs signalements sur la société des frères Islam. Ils promettent vraiment que c'est des services que les banques nous cachent, parce que c'est l'occasion de faire de l'argent très facilement, très rapidement, en suivant quelques cours, quelques conseils. Or, si c'était vraiment si facile, tout le monde serait trader, je pense. Mais pour briller dans le monde des traders, selon Melius, qui a d'ailleurs changé de nom, la société s'appelle aujourd'hui BI, il faut d'abord passer à la caisse, et pas qu'un peu. Parmi les 3 forfaits proposés pour entrer dans le système, seul le pack Gold à 999 $ est à même de vous ouvrir les portes de la richesse, promet la société. Sans oublier 159 $ par mois pour avoir le droit d'utiliser les applications qui feront de vous le roi des taux de change. Mais c'est surtout le recrutement qui est censé rapporter le plus aux membres. On parraine 2 nouveaux membres qui à leur tour en parrainent 2 autres et ainsi de suite. On monte dans la hiérarchie et au passage, on touche son pourcentage. On appelle ça un système pyramidal ou système de Ponzi. Et c'est illégal. Dans un système à étage ou pyramidal, c'est le haut qui gagne de l'argent parce qu'il récolte tout ce qui est payé par le bas et le bas ne fait que de payer et ne retouchera jamais ces sommes investies. Pour recruter, Melius ratisse large et jeune. Des mineurs ont participé à des séances organisées par la société. Laetitia, un nom d'emprunt, a participé à ces réunions. De retour en Suisse, dans des circonstances difficiles, elle s'est laissée convaincre de rejoindre Melius. Elle le regrette amèrement. Je viens de sortir d'une relation. J'étais mariée. J'ai dû quitter le pays. J'ai dû quitter le travail. Tout. J'ai dû démissionner, quitter, déménager. Et à ce moment-là, j'étais pas bien du tout. J'étais en mode dépression. Puis c'est là que l'ami, il est venu et il vous propose ça, un boulot. Parce qu'il me fallait ça. Je me dis, bon, je viens d'arriver en Suisse encore. Il me faut un travail.
Et alors, la personne qui vous propose un travail, vous allez accepter direct le premier travail qui vient, en fait. Mais l'illusion ne durera pas. Les fameuses applications ne sont pas fonctionnelles. Laetitia décide donc d'arrêter. Elle réclame le remboursement du bon millier de francs investis. Et c'est là que les choses se gâtent. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons choisi de dissimuler son visage. Je te fais une promesse que parce que tu es derrière cet article, tu vas payer cher, juste parce que tu as été faire cet article sur nous. Je te promets que ton nom, je vais le donner au fondateur et tu verras ce qui va se passer. Il vous menace? Oui, il me menace, mais je prends pas compte de ces menaces. Pour moi, c'est des paroles en l'air. Comme il m'a promis que j'allais devenir milliardaire, que j'allais gagner 10 000 francs par mois ou 15 000 francs par mois, alors les menaces, pour moi, c'est la même chose. C'est du blabla. Vous n'avez pas peur? Non, j'ai pas peur de lui. Moi, j'ai peur pour ces jeunes-là qui ont 17 ans, qui viennent de sortir, qui sont aux études et qui n'ont pas d'argent et qui font des dettes aux autres. Et plus tard, ils vont se retrouver dans des bourbiers et puis ils vont s'endetter. C'est ça, il faut avoir peur de ça, en fait. Ce système est effectivement révoltant. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour les cibles, enfin les personnes qui sont ciblées. Pour ces systèmes, ces sociétés, on voit qu'ils sont très très actifs dans les réseaux sociaux destinés plutôt à des jeunes adultes ou des jeunes. Instagram, Snapchat, TikTok. Donc c'est des cibles jeunes et qui peut-être qui sont très tentés par la promesse d'argent facile. Et d'autre part, par la période qu'on est en train de traverser, c'est une période qui est difficile. Des gens ont perdu leur emploi, les finances sont mises à mal. On promet avec ces sociétés de gagner beaucoup d'argent rapidement en travaillant depuis la maison. Effectivement, c'est une promesse qui peut être très alléchante dans cette période, mais c'est vrai que c'est souvent un miroir aux alouettes. Une Rolex, une Porsche ou 45 000 $, une Bentley ou 150 000 $. Nous avons demandé au secrétariat d'État à l'économie si le système Melius ne tombait pas sous le coup de la loi sur la concurrence déloyale. Dans sa réponse, le SECO nous a indiqué que les systèmes boule de neige ou pyramidaux sont bien interdits par la loi. Mais seul un tribunal compétent peut déclarer les pratiques de Melius ou de BI aujourd'hui illégales. Or, poursuit le SECO, à ce jour, aucune plainte ou réclamation n'a été déposée au secrétariat d'État à l'économie. Peur, inexpérience, honte de s'être fait avoir, Melius, devenu BI depuis, peut donc continuer à sévir. Sous un autre nom, mais avec les mêmes dirigeants et la même recette, vendre l'illusion de gains faciles pour pouvoir recruter de nouveaux pigeons. Laetitia, qui n'a pas encore revu la couleur de son argent, ne s'y laissera pas prendre deux fois. Nous avons contacté le principal responsable roman de BI pour connaître sa réaction aux différents reproches faits à sa société. Malheureusement, nous n'avons obtenu aucune réponse de sa part. En attendant, le recrutement se poursuit. BI organisait la semaine dernière une séance en visioconférence pour attirer de nouveaux membres.